Je suis innocent. Ce n'est pas lui qui a été humilié, c'est la France qui a été humiliée. Cette injustice est un scandale. Merci. On a vraiment l'impression d'une chasse à l'homme. Bon. Ce qui a été bluffant dans cette tribune médiatique politique, c'est pas tant qu'on a critiqué le jugement, c'est qu'on a critiqué la justice. Donc déjà, on a complètement perdu pied sur ce qui est censé être le respect de l'état de droit. C'est pour moi un déni de justice flagrant. Que ça fait très peur. C'est une insécurité juridique. Nicolas Sarkozy a agi comme un parrain. Le parrain est tombé. Ses affidés sont dans un état de sidération et de panique. Il y a eu transfert d'argent. Non, il n'y a pas eu transfert d'argent. Il y a eu transfert d'argent, mais qui n'a pas été effectivement identifié. On a l'impression d'un coup d'état des juges, finalement des juges qui essayent de supplanter les politiques. On a eu un traitement médiatique politique qui, je pense, est absolument néfaste pour les citoyens et pour leur capacité de compréhension. Et il ne mérite pas d'aller en prison. Même si d'outillage, je pense qu'on devrait passer l'éponge. Moi, je trouve ça scandaleux. Il ne mérite pas ça. On fait comme si la justice était avant tout faite pour contenir une population précaire et comme si elle ne devait pas s'appliquer à la criminalité en col blanc. Et le jugement marque par rapport à cela une rupture. Quelle indignité. Emma Taillefer, je suis la présidente de l'association Anticorps et sinon dans la vie, je suis professeure agrégée d'économie-gestion dans un lycée dans l'Oise. Eric Alt, je suis administrateur de l'association Anticorps et dans la vie, je suis magistrat. Je pense que ce procès marque un moment dans notre histoire. Je ne sais pas s'il est historique, mais je dirais d'abord que dans une démocratie comme la France, c'est remarquable d'avoir réussi à mener jusqu'à son terme une instruction avec autant d'enjeux. Beaucoup d'autres démocraties, à commencer par la démocratie américaine, n'ont pas réussi à mettre en œuvre la justice. Par exemple, après le coup d'État du Capitole, la justice américaine n'a pas pu en 4 ans réussir à mettre en place les dispositifs pour que cette affaire soit convenablement instruite. Nous, ça a mis 12 ans, mais à la fin, il y a une décision de justice qui sera évidemment discutée, mais il y a une décision de justice et ça, je pense que c'est très important. Ce qui est important de dire, c'est que c'est la première fois qu'un ancien président de la République est inquiété dans le cadre de ses fonctions, ou en tout cas dans le cadre de son accession au pouvoir, et c'est la première fois que la justice a pu faire rendre des comptes au plus haut sommet de l'État. Donc ça, c'est très important qu'on ait une équipe gouvernementale qui a quand même dirigé la France pendant 5 ans, qui a dû s'expliquer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois d'audience de ces actes frauduleux présumés, et aussi historique, on y reviendra, pour cette reconnaissance inédite de l'infraction de l'association de malfaiteurs, le fait qu'un responsable politique de ce niveau soit condamné à une infraction aussi infamante et d'habitude dans des cas plus de criminalité organisée, c'est quand même historique. Après, de là à dire qu'une page se clôt, non, tous les prévenus quasiment ont fait appel et donc on repart certainement pour plusieurs mois, plusieurs années d'audience et on sait que le temps de la justice est un temps long et on est loin d'avoir fini avec ça, mais c'est déjà un premier symbole qui s'est passé. Ce jugement, il fait 380 pages actuellement dans la copie de travail qui a été adressée aux avocats. Il est amené à être potentiellement encore plus long, donc déjà 380 pages de démonstration. Et pour l'avoir parcouru, bien entendu, c'est dur de s'y mettre page par page, mais pour l'avoir parcouru, c'est un jugement qui est déjà extrêmement pédagogique. Son objectif, ça a été de résumer tous les faits, de résumer un petit peu aussi toute la procédure, parce que la procédure a duré 13 ans. Elle a démarré en 2013, avant même que le parquet national financier ne soit installé. Et elle a connu tout un lot de rebondissements, notamment accompagnés par aussi des manœuvres dilatoires de la part des prévenus. La question du financement illégal de campagne électorale est arrivée en 2018, quand on s'est rendu compte qu'en fait, potentiellement, cet argent libyen pourrait être dans les fonds de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et ensuite, en 2020, le PNF a ouvert à l'infraction d'association de malfaiteurs parce que submergé par les preuves, les témoignages et les faisceaux d'indices de diverses natures que l'instruction était en train de révéler. Donc déjà tout ce travail introductif est très long sur le jugement. Ensuite on passe aux infractions poursuivies et donc là aussi la justice s'est voulue extrêmement pédagogue, extrêmement claire sur pourquoi elle avait relaxé certains prévenus de certaines infractions, pourquoi elle les avait condamnés. Et pour moi le passage qui m'a
le plus marqué, à la fois à l'écrit sur le jugement et à la fois en étant à l'audience, c'est vraiment le prononcé des peines qui est extrêmement limpide, clair, argumenté. Et on voit notamment pour les 3 protagonistes politiques, on va dire, qui sont Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux, à quel point la justice a mis un point d'honneur à expliquer vraiment ces peines de prison ferme, on y reviendra, et cette peine d'inéligibilité et cette question de l'exécution provisoire de la peine d'emprisonnement. Donc ce jugement, il est pas du tout expéditif, ce n'est pas une justice expéditive, on l'a dit, c'est 13 ans d'instruction et de procédure, c'est l'ordonnance de renvoi, ce qui a fait que les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, c'est aussi plus de 500 pages, et on a un jugement de 380 pages, donc un rôle vraiment d'explication de la justice qui a vraiment fait ce travail-là de rendre la justice au nom du peuple français et pour le peuple français. Ce jugement dit d'abord qu'il y a eu une association de malfaiteurs. Alors, l'association de malfaiteurs, c'est pas une simple intention. L'association de malfaiteurs, ce sont des actes préparatoires caractérisés par des faits matériels, des actes préparatoires en vue d'un pacte de corruption. Claude Guéant, qui est alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, qui lui-même est ministre de l'Intérieur, se rendent successivement en 2005 en Libye. Ils y rencontrent notamment le beau-frère du colonel Kadhafi, Abdallah al-Senoussi, un terroriste d'État libyen qui a été condamné pour sa participation à l'attentat contre l'avion de la compagnie UTA en 1989. Et c'est à l'occasion de cette visite que, selon l'accusation, se serait noué le pacte de corruption entre le clan Sarkozy d'un côté et le clan Kadhafi de l'autre. Et donc, on a tous les éléments dans ce jugement qui caractérisent les actes préparatoires. Je veux dire, les allers-retours de Guéant en Libye, les négociations avec la personne qui était condamnée en France pour terrorisme, M. Senoussi. On avait des mouvements de fond qui sont tracés. Donc, on a tout ce qui fait l'infraction d'association de malfaiteurs. Et effectivement, Sarkozy, évidemment, il disait « je ne suis pas au courant », et Guéant prenait sur lui dans l'audience, mais le jugement dit non, compte tenu de la proximité des faits, compte tenu de la proximité des personnalités. Je veux dire, Sarkozy n'ignorait pas ce que faisait Guéant, et Hortefeux et Djouri qui jouaient qui sont également mis en cause et condamnés pour association de malfaiteurs. Je pense qu'il y a quand même un côté symbolique dans ces peines, puisque déjà la justice répond notamment à l'argumentaire de Nicolas Sarkozy, mais aussi de Claude Guéant et Brice Hortefeux, qui ont pris vraiment ce même argumentaire, qui est que il n'y a pas d'enrichissement personnel, donc ça veut dire que le patrimoine de Nicolas Sarkozy n'a pas augmenté entre le début de la prévention et la fin de la prévention, ce qui est vrai, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais la question de l'enrichissement personnel, en réalité, elle n'a pas de conséquences dans l'infraction de corruption. On n'a pas besoin de s'enrichir personnellement pour être coupable de corruption. Il suffit juste qu'on se soit vu octroyer un avantage, de quelconque nature que ce soit, en échange de nous-mêmes une promesse ou un avantage qu'on donnerait à la partie avec qui on a noué ce pacte de corruption. Donc déjà, cet argumentaire de pas d'enrichissement personnel, donc c'est pas grave, c'est pas une infraction qui finalement est si grave. Déjà, ça, on abandonne. Et deuxième chose, c'est rappeler effectivement que la corruption, c'est un crime contre la nation, c'est un crime contre l'État. C'est ce qu'a dit la présidente du tribunal quand elle a prononcé la peine pour Nicolas Sarkozy. Elle a dit: vous êtes reconnu coupable d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit de prévention. Cette infraction, elle est notée à l'article 450-1 du Code pénal. C'est dans le chapitre des infractions contre la nation et contre l'État. Donc ça veut dire que ce délit est un délit contre le corps social, contre les citoyens, et il est encore plus grave ce délit quand il est commis par une personne qui est censée avoir incarné l'État français pendant 5 ans, qui a été garant de la Constitution, garant des institutions, garant de l'indépendance nationale. Donc le fait que Nicolas Sarkozy ait été président de la République, c'est quasiment pour la justice une circonstance aggravante de la peine, et c'est aussi pour ça que la prison ferme a été décidée. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Le tribunal dit, et j'ai repris ces termes, que ce sont des faits de gravité exceptionnelle, de nature à altérer la confiance des citoyens dans ce qui les représente et qui sont censés agir dans le sens de l'intérêt général.
Autrement dit, négocier avec un terroriste, négocier avec un régime dictatorial, en espérant obtenir des fonds qui pourraient être utilisés lors d'une campagne électorale, c'est grave. Et ça trahit le pacte social, ça trahit en fait les intérêts de la France. Parce que Nicolas Sarkozy et les autres ont mis en place une diplomatie parallèle pendant ce temps-là. Il agissait en Libye sans que le ministère des Affaires étrangères en soit informé. Et donc, la sanction, qui n'est pas la sanction la plus sévère, d'ailleurs, qui était encourue, puisque pour les faits, Sarkozy encourait 10 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. Donc ce n'est pas la sanction la plus sévère, mais c'est une sanction sévère et elle correspond à la gravité des faits que beaucoup ont oubliés. J'ai beaucoup de mal à comprendre sur quel fait précis se base cette condamnation maximale avec l'urgence d'un mandat de dépôt immédiat, exécution provisoire, contre un ancien chef de l'État qui ne risque pas de s'enfuir. J'ai du mal à comprendre. L'association de malfaiteurs est à l'origine une infraction obstacle, c'est-à-dire qu'elle est destinée à faire obstacle à ce que d'autres infractions puissent être commises. Typiquement, en matière de terrorisme, dès lors qu'on a des éléments matériels laissant penser qu'il y a un appartement conspiratif dans lequel on fabrique des explosifs, on ne va pas attendre que les explosifs soient déposés. On va perquisitionner l'appartement conspiratif et les personnes concernées pourront être incarcérées, en tout cas pourront être condamnées pour cela, simplement pour avoir conspiré. Donc c'est ça l'idée de l'association de malfaiteurs. Et que cette association de malfaiteurs vaille aussi pour les délits économiques et financiers, ça a un sens. Parce que le pacte de corruption est quelque chose qui est d'abord difficile à démontrer, mais qui est surtout difficile à démontrer jusqu'à son terme, puisque c'est un aller et un retour. Les fonds doivent passer d'une main à une autre, donc c'est difficile. Lorsqu'on a des éléments suffisants, laissant penser que les éléments matériels permettent de penser qu'un pacte de corruption a été conclu, bien qu'importe que ce pacte de corruption ait produit des effets sur la réalité, le pacte de corruption a été conclu et en cela seul, ça justifie la répression. Donc c'est ça l'idée, une infraction obstacle. Donc c'est pas, à mon avis, une infraction beaucoup trop large, c'est certainement pas une infraction balai. Le sens de cette infraction est celui-ci. La peine de 5 ans ne peut pas faire l'objet d'un aménagement avec un bracelet électronique. Tant que la peine n'est pas définitive, il ne peut pas non plus y avoir d'amnistie. Parce que j'ai entendu certains qui rêvaient d'une amnistie pour Nicolas Sarkozy. Non, le 13 octobre, le parquet national financier décidera, donc recevra, M. Sarkozy décidera à partir de quand la détention va commencer. Disons, imaginons qu'elle commence le 13 octobre, eh bien, comme il fait appel, l'appel devra intervenir dans les 4 mois. Parce que c'est la différence entre la personne qui est détenue et la personne qui ne l'est pas. Lorsque la personne est détenue, l'appel doit être fait à bref délai. Mais ensuite, effectivement, pendant cette détention provisoire, il pourra demander une remise en liberté. Et là, ce sera aux juges qui seront saisis de la demande de mise en liberté d'apprécier si pendant la période qui le sépare du jugement, il doit être remis en liberté ou pas. Il y a le mandat de dépôt. Donc Nicolas Sarkozy ira en prison, a été condamné à une peine de prison ferme, mais ira en prison parce qu'il y a un mandat de dépôt qui a été prononcé. Contrairement à deux autres prévenus qui ont eu un mandat de dépôt à effet immédiat, qui sont repartis du coup avec la police du tribunal et qui ont été incarcérés directement. La justice a prononcé un mandat de dépôt avec effet différé pour Nicolas Sarkozy, en justifiant que justement c'était une personnalité publique, une personnalité politique qui avait besoin d'organiser son agenda sur quelques semaines pour savoir comment gérer la passation, la transmission et sa vie publique une fois qu'il serait incarcéré. Et on va du coup, je pense, faire le lien avec la question médiatique, c'est que aussi cet aménagement de mandat de dépôt, cet effet différé, a permis aussi à Nicolas Sarkozy d'avoir une tribune médiatique. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Il va être incarcéré pour des faits qui ne sont pas avérés. Et je répète, ces faits ne sont pas
avérée. C'est une décision qui condamne la France, en réalité, qui condamne l'ensemble des Français. Et donc, c'est ce court laps de temps, en fait, en réalité, c'est quelques semaines, mais c'est aussi décisif sur la construction de la défense, la construction de l'argumentaire et la construction des retombées de la décision de justice. Donc, c'est une très bonne chose que la justice ait pris en compte la spécificité de la vie de Nicolas Sarkozy. Et on le rappelle, une peine est toujours individualisée. C'est dans le code de procédure pénale. La justice doit motiver la raison de la peine et l'aménagement de la peine en fonction de la qualité du prévenu. Mais d'un point de vue médiatique, ça a malheureusement aussi donné des débouchés assez énormes et je pense assez imprévisibles à cette affaire. Moi, je trouve ça scandaleux. Pourquoi ? Parce que les OQTF, ils sont dehors, les multirécidivistes, tout ça. Un président de la République où il n'y a pas de preuves, normalement, il ne doit pas aller en prison. Je pense que c'est très triste, parce qu'il ne mérite pas ça. Ce qui s'est passé hier est très grave. Voilà. C'est la fin d'un processus qui conduit à une dérive judiciaire voilà, qui ouvre une ère nouvelle. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une guerre qui s'est déclarée il y a déjà plusieurs années, voire plusieurs décennies, entre le monde judiciaire et le monde politique. Le fait que Sarkozy fasse l'objet d'un mandat de dépôt différé n'est pas particulièrement exemplaire. Lorsque la peine prononcée est de plus de 24 mois, il y a près de 90% des personnes qui font l'objet d'un mandat de dépôt à l'audience ou éventuellement d'un mandat d'arrêt s'ils ne sont pas à l'audience. Donc on a quelque chose qui est commun, mais c'est vrai que l'appliquer à quelqu'un qui a été président de la République, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais là, effectivement, il faut en revenir à Sutherland et à Foucault qui parlaient d'un délinquance en col blanc. Généralement, on fait comme si la justice était avant tout faite pour contenir une population précaire et comme si elle ne devait pas s'appliquer à la criminalité en col blanc. Et souvent, la justice est bienveillante, y compris en France, par rapport à la délinquance en col blanc. Et le jugement marque par rapport à cela une rupture, puisqu'il sanctionne, pour le coup, sévèrement une délinquance en col blanc. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose d'important qu'on doit noter, oui. Il faut savoir qu'il y avait environ 8 ou 10 journalistes qui suivaient dans la durée les audiences. Il y a eu 38 audiences. Et puis, beaucoup qui n'avaient rien suivi ont beaucoup élaboré sur les paroles de Nicolas Sarkozy à la sortie. Je suis innocent, en tout cas j'ai été relaxé pour la corruption, et tout ceci n'est que le fruit de la haine. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Pour la première fois, le tribunal lui-même reconnaît qu'il n'a aucune preuve. Il est d'ailleurs relaxé sur 3 chefs d'accusation qui sont les chefs d'accusation centraux dans cette affaire. Vous avez beaucoup de gens condamnés en première instance sur des affaires criminelles et qui sont en prison en attendant leur... Il y a des critères, pardonnez-moi Patrick. Non mais pardonnez-moi, il y a des critères. Comme si il y avait là une vérité qui se substituait à la vérité du jugement et la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Et là, effectivement, il y a un vrai sujet. Pourquoi est-ce que la presse n'a pas fait appel beaucoup plus aux spécialistes police-justice ? Pourquoi est-ce que ce sont des éditorialistes politiques qui ne savaient rien, si ce n'est ce qu'ils avaient rapidement lu sur l'affaire, qui ont élaboré leurs propos ? Et pourquoi on a donné si facilement la parole à des personnes qui n'avaient pas de compétences particulières sur le sujet pour dire tout le bien qu'ils pensaient de Nicolas Sarkozy et tout le mal qu'ils pensaient du jugement. En fait, on comprend rien. Ou plutôt, on ne veut pas comprendre, parce qu'il y a une volonté très nette de nuire. Je veux être honnête avec vos téléspectateurs. Nicolas et sa famille sont des gens que je connais et que j'aime beaucoup. Ils m'ont toujours soutenu. Donc je sais pas quelqu'un d'objectif qui parle. J'ai le plus grand
respect pour la magistrature, mais en même temps, le respect n'interdit ni l'esprit critique, ni la lucidité. Il y a des Français qui se posent des questions, il y a des éditorialistes, il y a des journalistes qui se posent des questions. On a l'impression d'un coup d'état des juges, finalement des juges qui essayent de supplanter les politiques. En tout cas, ce qui se passe est extrêmement grave, ça va accroître la crise démocratique. Grand soutien à Nicolas Sarkozy qui était un excellent président. En fait, je lisais un article de Pierre Lascaume qui disait que Nicolas Sarkozy a agi comme un parrain. C'est vrai, le parrain est tombé, ses affidés sont dans un état de sidération et de panique, et ceci explique peut-être cela. Il y a d'autres choses qui l'expliquent, comme le fait que ce soit des milliardaires qui est pour l'essentiel de la presse télévisée. Donc autant la presse écrite a fait globalement son travail, autant la presse télévisée était vraiment très, je dirais beaucoup, construite sur des vérités alternatives. Donc pas sur la vérité du jugement, sur des vérités alternatives qui étaient construites à partir du discours de Nicolas Sarkozy. Ce qui a été bluffant dans cette tribune médiatique politique, c'est pas tant qu'on a critiqué le jugement, c'est qu'on a critiqué la justice. Donc déjà, on a complètement perdu pied sur ce qui est censé être le respect de l'état de droit. Rappelons qu'on a le droit de critiquer une décision de justice, on a le droit d'expliquer par un raisonnement logique, et si possible, quand c'est des experts juridiques qui le font, c'est encore mieux. Par contre, aller critiquer la justice, et notamment aller critiquer personnellement un magistrat et tenir des propos injurieux envers un magistrat, c'est un délit pénal aussi. La juge qui a jugé Nicolas Sarkozy était une militante anti-sarkozyste puisqu'elle a organisé devant un tribunal une manifestation contre Nicolas Sarkozy. On se demande si la justice est rendue au nom du peuple français ou au nom d'une idéologie. J'ai vu dans votre tribune, parce que je l'ai lu avec attention et stupéfaction, que vous étiez en train de jeter cette magistrate en pâture au motif qu'elle aurait été manifestante contre une réforme de procédure pénale de 2011, donc vous êtes allé chercher loin, ça fait 14 ans, pour une affaire. Alors il me semble que Nicolas Sarkozy n'a jamais été garde des Sceaux, donc il n'a jamais été porteur de cette loi. On l'a dit, effectivement, un boulevard a été ouvert aux partisans de Nicolas Sarkozy et aux éditorialistes politiques, et on a eu un traitement médiatique politique qui, je pense, est absolument néfaste pour les citoyens et pour leur capacité de compréhension. On a vu que cette affaire, de toute façon, la stratégie du camp de Nicolas Sarkozy, c'était d'expliquer que cette affaire était très compliquée, que le commun des mortels ne pouvait pas comprendre cette affaire, et qu'en fait, il n'y avait pas d'enrichissement personnel, donc ça voulait dire que c'était pas si grave. Il n'y avait pas une preuve parfaite que Kadhafi avait parlé avec Nicolas Sarkozy, il n'y avait pas une preuve parfaite d'un virement d'argent dans la campagne de Nicolas Sarkozy, donc que tout ça était échafaudé sur des élucubrations, des spéculations qui étaient diligentées par une justice politique. Voilà, ça, je pense que 99% des Français ont entendu cette ligne de défense-là, ce narratif-là. Et c'est très inquiétant. Pourquoi ? Parce que du coup, ça ne laisse pas la place à la vérité judiciaire qui a été mise en évidence le 25 septembre. Et surtout, ça ne donne pas la place au raisonnement juridique et au raisonnement judiciaire qui a été développé pendant 13 ans d'instruction. Et donc pour les citoyens, c'est une situation où on leur met devant les yeux un résultat qu'ils ne comprennent pas parce que personne, notamment la presse mainstream, n'a pas fait l'effort d'expliquer le procès, alors que pour le coup on a des très bons supports pédagogiques et on a un super film qui s'appelle justement Personne n'y comprend rien, qui a été réalisé par Yannick Kergouët pour justement démonter cet argumentaire de c'est trop compliqué les affaires de corruption et particulièrement l'affaire du financement libyen, alors qu'en fait on comprend assez vite les tenants et les aboutissants de cette affaire. Où sont les documents bancaires ? Où sont les virements ? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. Qui peut croire à une fable pareille ? Donc on a volontairement complexifié le propos, on a volontairement ajouté du pathos, et Nicolas Sarkozy en premier lieu, quand on voit ces tribunes médiatiques, on est sur une espèce de chasse aux sorcières politique, donc le pathos ça marche toujours bien. Donc il est temps là de revenir au calme, d'expliquer l'instruction, d'expliquer le jugement et essayer de montrer que les citoyens en fait attendent de l'exemplarité, attendent de la probité, et que c'est pas dans leur intérêt, dans l'intérêt démocratique que de continuer ce jeu-là. Merci. On a vraiment l'impression d'une chasse à l'homme.
Bon, chasse à l'homme, on peut aussi dire qu'il y a une chasse aux juges en ce moment depuis quelques jours dans notre pays, vu le niveau des menaces qui sont exprimées par certains sur les réseaux sociaux. Oui, j'ajoute que la presse a vraiment ouvert un boulevard pour le populisme, mais s'agissant des menaces de mort, qui sont d'ailleurs inspirées par tout ce discours, les menaces de mort contre les magistrats. Qui est-ce qui menace de mort les magistrats? Qui est-ce qui parfois les assassine? C'est la mafia. On est dans une logique mafieuse. J'étais à Palerme pour visiter le palais de justice. Il y a 26 marches. Sur chacune, il y a le nom d'un magistrat assassiné par la mafia. Alors, heureusement, on n'en est pas là en France, mais c'est vrai que les menaces de mort, elles participent de cela. Donc on n'est plus du tout dans l'état de droit, on est dans un rapport de force, dans un état de police, dans un état où on se venge de cette façon sur les magistrats, et ce n'est pas un indice de bon fonctionnement de l'État. La prison, c'est très dur, c'est très difficile, j'étais isolé. Ce sont des épisodes, je ne vais pas vous cacher ça, violents. Vous vivez là quelque chose que vous n'auriez jamais cru devoir vivre. L'intégralité de la rédaction de ce jugement est une folie. Dans chaque jugement condamnant une personnalité politique, il s'agit du jugement Balkany, des précédents jugements Sarkozy, des jugements du MoDem et des fonds européens perçus par le MoDem, des fonds européens perçus par le Rassemblement national, à chaque fois, ce n'est pas la faute de la personne condamnée, qui est politique, c'est la faute des juges. Et c'est une sorte de complot des juges, éventuellement avec certains journalistes. Mais ça ne tient vraiment pas. Et je pense qu'à un moment, il faudra que les politiques abandonnent ce narratif, parce que je me souviens notamment des manifestations que promettait Madame Le Pen à la suite de son jugement avec exécution provisoire. En réalité, il n'y a pas eu de grande foule. Donc, une fois que la poussière est tombée, je crois que malgré tout, nos concitoyens savent ce qu'il en est et considèrent que, évidemment, la justice est passée, la justice a fait son œuvre et c'est d'une certaine façon normale. Moi, peut-être que ce que je voudrais dire qui est important, et on n'en parle pas assez, on nous dit que la justice est biaisée, que les juges en particulier ont des opinions politiques, et vis-à-vis de Nicolas Sarkozy en particulier, tout l'appareil judiciaire serait tourné contre lui. Déjà, rappeler deux choses. Certes, l'erreur judiciaire, ça existe, et c'est pour ça qu'il y a des garanties procédurales, et que l'organisation judiciaire a été montée de telle manière à faire en sorte que la vérité judiciaire existe à un moment donné. Donc, c'est pour ça qu'on a la possibilité de faire appel, qu'on a ce qu'on appelle un double degré de juridiction, que si jamais un prévenu n'est pas d'accord avec la peine qui a été prononcée ou n'est pas d'accord avec le raisonnement du tribunal de première instance, il a la possibilité de faire appel, et on a des juges en appel qui sont chargés de réévaluer, de recontrôler l'intégralité des faits et de réémettre un jugement. Donc le double degré de juridiction, il est là pour dire que c'est possible qu'un tribunal n'ait pas saisi l'affaire. En tout cas, on a la possibilité de faire réévaluer son affaire. On a aussi une deuxième garantie, selon moi, c'est la Cour de cassation, qui est garante du droit, garante de l'application du droit, et qui a ce rôle de vigie, de contrôle des juges du fond pour venir vérifier que les jugements et les arrêts qui sont rendus par les juges du fond sont bien cohérents en droit. Donc, si jamais la justice est biaisée, de toute façon, on a mis en place des garanties pour faire en sorte qu'une vérité judiciaire existe. Et deuxième chose, je pense que tout le monde ici a un côté citoyen et a une vie professionnelle, et les magistrats n'échappent pas à la règle. Les magistrats sont des êtres humains, ils ont des opinions politiques, ils ont des opinions éthiques, morales, peu importe, mais ils ont aussi une déontologie, en tout cas un règlement. Ce sont des fonctionnaires, donc ils doivent loyauté et neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Et de toute façon, il y a aussi des garanties procédurales, et une garantie hyper importante, notamment en matière pénale, c'est la collégialité du jugement. Là, on a accablé la présidente du tribunal de la chambre du tribunal correctionnel, mais elle ne s'est fait que le porte-parole. Elle a juste été la voix, quand elle a lu le jugement, de 3 personnes qui ont réfléchi pendant des semaines. C'est pour ça que le délibéré d'une affaire est extrêmement long, c'est qu'on a on prend le temps de la réflexion, qu'il y a un temps collégial de réflexion et que c'est issu d'un collectif. Donc,
Certes, c'est possible qu'un juge ait une opinion politique quelconque, mais pour autant, on a mis toutes sortes de garanties à la fois au niveau structurel et à la fois au niveau personnel pour faire en sorte que la justice rende une décision de droit et non pas d'opportunité. Déjà, je pense que c'est une victoire symbolique d'avoir permis de demander au plus haut sommet de l'État, je le rappelle, Nicolas Sarkozy a quand même été président de la République pendant 5 ans, de s'asseoir, d'aller témoigner à la barre pendant plus de 3 mois pour expliquer au juge pourquoi il était prévenu d'avoir, de faits de corruption, de faits de financement illégal de campagne électorale et d'association de malfaiteurs globalement. Donc déjà, je pense que c'est le symbole même d'avoir pu faire entrer dans le tribunal un ancien président de la République comme prévenu, c'est important pour l'égalité devant la loi. Après, d'un point de vue démocratique, il ne faut pas se réjouir de cette condamnation, je pense, et il ne faut pas se réjouir que ces faits aient pu avoir lieu, mais au moins ça donne une forme de coup de pied à l'impunité des politiques qui a longtemps été le cas, et Anticor est aussi né là-dessus en 2002, quand on a vu le Front National à l'époque arriver au pouvoir en gagnant du terrain sur la prétendue impunité de tous les autres mouvements politiques, et que eux allaient être le mouvement de la tête haute et des mains propres. On voit qu'en fait ce sentiment de tous pourris entre guillemets et d'impunité des politiques, c'est ce qui a nourri les populistes et ce qui continue à nourrir le populisme et la défiance envers les institutions. Donc déjà, c'est une victoire d'avoir pu, que la justice ait pu dire stop, on arrête, on explique et on vient constater judiciairement des faits liés à la vie politique nationale. Ce jugement met un terme au sentiment d'impunité d'une certaine classe politique. Maintenant, vous parliez des fragilités de la justice. J'en vois quelques-unes. D'abord, la fragilité de la justice pour l'enquête. On l'a dit, des milliers d'enquêteurs étaient déployés, ou des dizaines, des centaines d'enquêteurs. Non, il y avait essentiellement un enquêteur, le commandant Vidal, qui a d'ailleurs témoigné à l'audience, et il a porté quasiment sur ses seules épaules l'intégralité de la procédure. Évidemment, il avait le concours de ses collègues de la police pour des perquisitions. Et donc, il n'y avait pas de forte volonté. Si ça a duré 12 ans, c'est peut-être aussi à cause de cela. Et puis, il y a une autre fragilité dans un ordre différent, c'est que ce jugement est très bien construit, il est pédagogique, il est bien motivé, mais la seule explication par la présidente à l'audience des enjeux du jugement n'est pas suffisante. Parce qu'encore une fois, les caméras n'étaient pas dans la salle, ils étaient à l'extérieur de la salle et ils ont filmé Sarkozy. Donc je pense qu'il faudra apprendre, comme le fait la Cour de cassation, comme le fait le Conseil constitutionnel, quand on a un jugement un peu complexe, il faut savoir faire des communiqués de presse, donc résumer les enjeux essentiels et avoir un discours qui pourrait être tenu par le parquet. Moi, je pense qu'on peut répondre sur deux arguments, et ça fait lien avec la question précédente. La justice manque cruellement de moyens en France, et notamment la justice économique et financière. Le PNF, donc le Parquet national financier, qui a été institué en 2013, c'est 60 enquêteurs, il me semble, pour plus de 300 affaires. Donc déjà, on voit que d'un point de vue purement humain, ce n'est pas possible. Et Eric l'expliquait, mais les questions des moyens d'enquête sont aussi dérisoires, avec aussi le démantèlement de la police judiciaire qui a été orchestré ces dernières années. C'est vraiment, on fait en sorte, on crée des parquets, et c'est la nouvelle manière, on crée des parquets spécialisés parce que ça fait bien au niveau communication, mais on ne donne pas les moyens forcément de les rendre opérationnels. Je crois que ce qui cause la lenteur de la justice, c'est le manque de moyens. Voilà, c'est ça le vrai souci de la justice aujourd'hui. Et depuis de nombreuses années, il y a eu une hausse de moyens importante grâce au précédent ministre. Maintenant, cette hausse, elle doit se poursuivre parce que le budget de la justice en France est bien insuffisant. Enfin, franchement, les juges, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils sont assez peu nombreux. Oui. Le constat est fait de ce qu'il faudrait faire, ils ne sont pas assez de greffiers. Ils finissent des audiences à minuit, 1h du matin. Si un ministre de l'Intérieur peut dire des fois, taper du poing sur la table, on l'a déjà vu, en disant à tel et tel endroit, ça va pas, il faut changer ceci, il faut changer cela. Mais là, c'est même pas le cas. Et concernant le traitement international, bon, déjà, la justice française, fort heureusement, du coup, on le voit, a tenu bon, a permis de faire s'expliquer un ancien président de la République, donc tous les pays n'ont pas pu le faire.
Mais pour revenir sur la dimension internationale, moi, ce qui m'a beaucoup choquée et agréablement surprise d'un point de vue international, c'est le traitement médiatique. Concrètement, nous, on est dans une bulle d'écho en France où nos éditorialistes politiques nous expliquent qu'on a une justice biaisée politique et que les responsables politiques vont tous être dégoûtés de faire leur mandat et qu'ils sont des horribles victimes d'un système judiciaire communiste, quasiment. On est revenu sur des arguments de la chasse aux sorcières dignes de la guerre froide, alors que quand on regarde ne serait-ce que la presse européenne et nos voisins, toutes les éditos politiques liés à l'affaire Sarkozy nous disent Nicolas Sarkozy s'est comporté comme un escroc, comme un parrain de la mafia, c'est aussi sorti. Et la justice française a tenu bon, a fait ce rôle de rempart pour maintenir l'état de droit et a fait condamner une personne qui a utilisé le pouvoir comme une rente. Et je trouve qu'on est peu en France à porter cette voix, hormis la presse indépendante, hormis les associations anticorruption, hormis les citoyens dans leur ensemble, on est peu à porter cette voix de oui, ce jugement est symbolique parce que ça a mis en terme à un mouvement, à une pratique du pouvoir digne de la criminalité organisée. Il y a un enjeu économique qu'il faut souligner. C'est un rapport qui avait été commandé par le groupe des Verts au Parlement européen il y a quelques années, qui chiffrait le coût de la corruption à 120 milliards d'euros par an pour la France. Alors, c'est un chiffre que l'on peut discuter, mais c'est le seul chiffre que nous avons. Et en tout cas, même si ce chiffre est majoré, c'est un chiffre considérablement important qui dit la partie de la richesse nationale qui est confisquée par la corruption. Ça, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va bien devoir s'en rendre compte. On se rend déjà compte par un certain nombre d'éléments et qu'on va devoir effectivement enfin prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les règles en matière de probité et de transparence de la vie politique se sont largement améliorées. Et 2013 est un peu une année, disons, riche là-dessus, avec la création du PNF, avec en 2015 la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie public. Donc on est dans cette logique de prévention qu'il faut saluer et quand même on a un arsenal juridique en France qui est particulièrement avant-gardiste. Vraiment le PNF c'est une innovation que nous envient beaucoup nos voisins européens, donc il faut saluer ces avancées-là et après il faut mettre des moyens, on l'a dit, parce que c'est clairement pas effectif. Et ensuite je pense qu'il va se poser la question de la réforme des règles de financement des campagnes électorales, même si en France on a la chance d'avoir un encadrement au moins en termes de plafond des financements par des particuliers de campagne électorale, mais on verra ce qui se passe avec notamment la campagne d'Emmanuel Macron. On s'est rendu compte que les réseaux informels, les contributions informelles, en fait, sont aussi tout un travail pour faire gagner un candidat et qu'en fait, on se rend quand même compte que globalement, le plus on a de réseaux, le plus on a d'alliés dans les sphères économiques et politiques, le plus on a de chances de gagner. Donc il va falloir, je pense, s'intéresser et ouvrir un débat démocratique sur comment on envisage les prochaines échéances électorales. Oui, j'ajouterais qu'il n'y a pas de volonté politique de lutter contre la corruption. Donc on a un dispositif législatif et institutionnel qui est très intéressant, qui est supérieur à ce que connaissent beaucoup d'États proches, mais il y a peu de moyens. Et pour revenir sur la question du financement des campagnes, là, le jugement a dit la campagne n'était pas, on n'a pas des preuves que la campagne a été financée. Donc l'infraction a fait l'objet les personnes ont été relaxées pour cela. Mais que se serait-il passé si des fonds avaient été injectés dans la campagne présidentielle et avaient permis à un candidat de gagner, permis à Sarkozy de gagner? Ça veut dire qu'on aurait eu une campagne usurpée, une élection présidentielle usurpée. Et la question, elle peut toujours se poser. La question peut toujours se poser sous d'autres formes, parce que la commission des comptes de campagne, elle vérifie après. La justice, elle vérifie après. Et après, c'est très difficile de remettre en cause un président de la République qui est élu. Donc ça veut dire, nous proposons d'ailleurs qu'il y ait un suivi des dépenses de campagne pendant la campagne présidentielle au moins. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Pour ce qui est de la volonté politique, elle est si faible que l'opinion publique l'a bien compris. Parce que dans l'Eurobaromètre, donc chaque année, tous les 3 ans, il y a un interview de l'ensemble des citoyens européens, des panels, et il y a 68% des Français qui pensent que la corruption est répandue dans notre pays.
Sur l'indice de confiance mesuré par le CIVIPOF, qui travaille avec l'Institut d'études politiques, sur l'indice de confiance, c'est un indice qui est le plus bas jamais connu. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont déréglées dans notre système et que la possibilité d'y remédier n'est absolument pas figure absolument pas dans les priorités du gouvernement aujourd'hui.